Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, le quadruple meurtre de Thorigné-sur-Dué. Il y a tout juste 30 ans, une famille est massacrée dans sa maison dans un petit village de la Sarthe. Une tuerie hantée par le spectre d'une erreur judiciaire. Thorigné-sur-Dué est une petite commune agricole située dans le nord de la Sarthe, à 30 km du Mans. 1500 habitants, qui se connaissent pour la plupart, vivent dans ce village au quotidien tranquille. En entrant dans le bourg par le nord-est, on ne peut pas rater le grand bâtiment de la carrosserie Le Prince, une entreprise florissante fondée par un enfant du pays, Christian Le Prince. Christian, 34 ans, a toujours vécu à Thorigné-sur-Dué, avec ses 2 frères et ses parents, des agriculteurs bien connus de la région. Même après son mariage avec Brigitte, il n'est pas parti. Il a récupéré une des maisons de l'exploitation familiale et s'y est installé avec sa femme. Et ils ont eu 3 filles, Sandra, Audrey et Solène. Ils se sont épanouis dans ce cadre familier en habitant juste à côté des parents et des frères de Christian. Pour autant, Christian n'a pas souhaité suivre la voie familiale. Plutôt que de reprendre l'exploitation, il a choisi de monter sa propre affaire, la carrosserie Le Prince. Rapidement, son succès a fait la fierté de Christian, de ses parents et même de Thorigné-sur-Dué. Le lundi 5 septembre 1994 au matin, comme d'habitude, la carrosserie est ouverte, mais Christian Le Prince ne s'y présente pas. Ses ouvriers sont surpris. Depuis qu'ils travaillent ici, ils n'ont jamais fait face à une absence imprévue de leur patron. À 9h, un coup de téléphone transforme la surprise en agitation. Dans le bureau de poste d'une commune voisine, on s'inquiète aussi. Car Brigitte Le Prince, la femme de Christian qui y travaille, est elle aussi absente ce matin. Un des employés de la carrosserie décide de se rendre chez son patron. Il parcourt à pied les quelques centaines de mètres qui séparent l'entreprise du domicile de Christian Le Prince. En quelques minutes, il arrive devant la porte de la maison, une bâtisse simple, composée d'un étage et d'un rez-de-chaussée, avec une terrasse et un petit jardin. L'employé frappe à la porte. Personne ne répond. Après avoir hésité quelques instants, il décide d'entrer. La porte est ouverte. L'ouvrier pénètre dans le hall de la maison et sent tout de suite que quelque chose ne va pas. Damien, à l'intérieur de la maison, l'employé de Christian découvre un carnage. Il y a du sang partout, sur le sol bien sûr, mais sur les murs, sur le plafond. Dans l'entrée, il y a d'abord le corps du père, Christian, qui est avec sa fille, Sandra, 10 ans. Christian a le pantalon un peu baissé, comme s'il avait été traîné depuis l'extérieur vers l'intérieur de la maison, ce que semble d'ailleurs confirmer une trace de sang qui se trouve dans le jardin sur la terrasse. Donc l'employé, il alerte les gendarmes, il ne touche plus à rien, il est environ 9h20. Les gendarmes arrivent sur place et poursuivent les constatations. Oui, ils vont évidemment aller un peu plus loin que le premier employé qui lui est resté un peu sidéré sur le pas de la porte. Dans la cuisine, ils vont découvrir les gendarmes le corps de Brigitte, la femme, et dans le couloir, celui d'Audrey, 6 ans. Elles ont été massacrées de la même manière que Christian et que sa fille. On a l'impression que, d'ailleurs, toutes ces victimes, elles n'ont pas été tuées à l'endroit où on les découvre, mais que les corps ont été déplacés. Il y a des traces, des traînées de sang à l'intérieur de la maison. Sauf peut-être la mère dont le corps est retrouvé à côté d'un yaourt qui est tombé, qu'elle était visiblement en train de manger et qu'elle a lâché au moment où elle a reçu les couteaux. Donc la scène qui est découverte par les gendarmes, elle est d'une violence inouïe. Et ensuite vient la mission compliquée dans ces cas-là, c'est-à-dire prévenir la famille. Et là, il y a un cas un peu particulier parce que la famille, elle vit juste à côté. Donc, ils vont se rendre chez les parents, Robert et René, qui vivent avec le dernier des 3 frères, Alain, qui a 24 ans. Puis ensuite, ils vont aller voir
l'autre frère, l'aîné, Danny, 37 ans, qui lui habite la maison voisine. Alors, il n'est pas là au moment où les gendarmes frappent à la porte, mais il y a sa femme Martine et leur fille aînée, Célia, 16 ans, qui leur ouvre. Pendant que les gendarmes vont voir les voisins des Leprince, un médecin légiste se rend lui aussi dans la maison. C'est la procédure, il vient pour faire les premières constatations avant l'autopsie. Donc il va être préoccupé évidemment comme tout le monde par les 4 victimes qui se trouvent au rez-de-chaussée de la maison. Mais en montant à l'étage, lui et les gendarmes vont découvrir une porte. Et derrière cette porte, il y a une petite fille, encore plus petite, c'est Solène, la 3e fille de la famille. Elle a 26 mois et elle est vivante. Il semble que Solène n'a pas assisté au massacre. Peut-être même que le ou les meurtriers n'ont même pas remarqué sa présence. Sinon, pourquoi l'aurait-il épargnée ? Dans l'attente de plus de réponses, la petite fille est confiée à sa nourrice. La nouvelle du meurtre de 4 membres d'une même famille, dont 2 enfants, et du sauvetage d'une toute petite fille, fait le tour de l'Hexagone. La question de savoir qui s'est rendu coupable de ce crime odieux est posée dans tous les journaux. Pour commencer cette édition, plus de 200 gendarmes sont mobilisés dans la Sarthe pour essayer de retrouver l'auteur du meurtre particulièrement horrible de Torigné-sur-Dué. Hier matin, un couple et ses 2 enfants ont été retrouvés morts. Évidemment, c'est dans le village de Torigné-sur-Dué même que le choc est le plus grand. Tout le monde ici connaît les Leprince et personne n'imagine que quelqu'un ait voulu leur faire du mal. Il reste l'hypothèse, peut-être plus effrayante encore, d'un rôdeur, un marginal qui aurait vu dans le meurtre du propriétaire de la carrosserie et de sa famille l'occasion de récupérer de l'argent. Dans la région, chacun sait que l'entreprise de Christian Leprince est un succès et qu'il empochait beaucoup de liquide. Le train de vie de la famille était plutôt élevé et ça se voyait. Depuis quelque temps, Brigitte roulait dans une petite voiture décapotable offerte par son mari. Un inconnu a pu s'en rendre compte et repérer la maison. Dès les premières heures qui suivent la découverte du quadruple meurtre, la rumeur enfle dans le village. Les habitants se méfient, se cloîtrent chez eux, se relèvent pour vérifier que la porte est bien fermée à double tour. Le maire prend même la décision de laisser l'éclairage public allumé toute la nuit dans le bourg, histoire de rassurer un peu ses administrés. Pendant 2 jours, les gendarmes fouillent la maison et ratissent les environs à la recherche d'un indice. Dans le même temps, les médecins légistes tentent d'établir les causes exactes des décès. Damien, que disent les rapports d'autopsie ? Alors, ils vont détailler évidemment toutes les plaies qui sont découvertes sur les 4 corps, des plaies très nombreuses. Il y a beaucoup de similitudes dans ce qu'ils vont constater sur l'aspect général de ces blessures et leur localisation. La caractéristique, c'est que tout est très violent, même on parle de fureur, et tout est aussi assez précis. Les experts vont conclure à un décès rapide des 4 victimes, avec des lésions crâno-encéphaliques, c'est-à-dire sur le haut du corps, au niveau du crâne, du visage, qui seraient produites par un instrument tranchant, lourd, avec un manche court, manié de façon précise, violente et répétée, dira le rapport. Les experts parviennent aussi à établir l'heure de la mort. Ils le font grâce à une technique qui est très connue et très répandue en médecine légale, c'est l'analyse du bol alimentaire. C'est-à-dire que lorsqu'on pratique l'autopsie, on est en capacité de dire à quel stade de la digestion étaient les victimes. Là, on s'aperçoit que dans le système digestif des victimes, il y a ce qui reste du dîner, c'est-à-dire des champignons, des trompettes de la mort qu'ils avaient mangées la veille au soir. Donc, les légistes vont estimer que la mort remonte à quelques instants après le repas, entre 21h30 et 23h la veille de leur découverte. Ils reconstituent les heures qui ont précédé la mort. Ils savent que Christian, Brigitte et leurs 3 filles ont déjeuné chez les parents de Brigitte, à Conneray, c'est un village qui se trouve à 5 km de Torigné. Ils sont ensuite rentrés chez eux vers 16h. Les 2 grandes filles ont joué dans le jardin d'à côté avec leur cousine, la fille de Martine et de Danny Leprince. Puis en fait, toute la famille est repartie dîner à Conneray chez les parents de Brigitte. La famille Leprince est de retour chez elle vers 20h45. Un voisin témoigne les avoir vus rentrer ce soir-là. Le père de Brigitte confirme qu'elle l'a appelé à 20h50 pour prévenir qu'elle avait oublié chez eux un cajot de légumes et qu'elle passerait le récupérer le lendemain. Une voisine qui habite une ferme située à 200 mètres de chez les Leprince est sortie vers 21h15 pour rentrer ses chèvres et ses dindes. Elle est restée dehors une bonne heure et n'a pourtant rien perçu de particulier.
Les parents Le Prince, qui vivent à 400 mètres de la maison de leurs enfants, sont allés au lit vers 22h30. Eux non plus n'ont rien noté. Enfin, il y a Dany et Martine, le frère et la belle-sœur de Christian. Ils ont eux aussi 3 filles, dont la plus âgée a 16 ans, et habitent une maison située à une quinzaine de mètres de chez Christian et Brigitte. Le soir du meurtre, ils étaient chez eux et regardaient la télé après avoir couché leurs enfants. Comme les autres voisins, ils n'ont rien entendu, même pas les chiens aboyer. Cela signifie-t-il que le ou les meurtriers connaissaient leurs victimes ? L'hypothèse apparaît plausible, d'autant qu'aucune trace d'effraction n'a été trouvée sur les portes ou les fenêtres de la maison. Damien, 2 jours après la découverte des cadavres, le mercredi 7 septembre, Martine Le Prince contacte les gendarmes. L'affaire fait évidemment les gros titres de la presse depuis 2 jours, on l'a dit, et Martine a entendu, comme elle dit aux informations, que l'arme du crime pourrait être une feuille de boucher. Alors c'est quoi une feuille de boucher ? C'est un couteau plat avec un manche très très court et la lame elle est assez large, rectangulaire, elle a un peu la forme d'une feuille, ce qui explique qu'on appelle ça une feuille de boucher. Elle est utilisée par les professionnels pour découper les os. Donc c'est une arme qui peut faire des blessures à la fois fines en apparence mais très profondes, et c'est un ustensile finalement qui est professionnel mais que des gens peuvent très bien avoir dans leur cuisine. Et Martine, elle va voir les gendarmes pour leur dire nous on a une feuille de boucher chez nous, mais je viens de m'apercevoir que cette feuille de boucher elle avait disparu. Les gendarmes se rendent donc chez elle. Et alors là, il va se passer quelque chose d'un peu étrange parce que elle est un peu paniquée quand les gendarmes arrivent. Elle a appelé pour voir si finalement elle n'avait pas prêté cette feuille de boucher à quelqu'un. Finalement, ce sont ses beaux-parents, Robert et René, qui sont donc les parents de Christian, qui disent non, en fait, c'est nous qui avons cette feuille de boucher. Donc, les gendarmes envoient quelqu'un chercher le fameux couteau chez les parents Le Prince. Quand ils saisissent l'arme pour la placer sous scellé, ils s'aperçoivent que le manche est humide, comme si le couteau venait tout juste d'être lavé. Alors ils trouvent ça évidemment très suspect et ça les conduit à vouloir entendre tout le monde, et finalement ils vont placer tous les proches des victimes en garde à vue. Les parents de Christian, son frère Dany, la femme de ce dernier Martine et leur fille aînée Célia sont donc emmenés dans les locaux de la gendarmerie du Mans. Alors pas tous, puisque Célia, qui est adolescente, elle sera entendue un petit peu à part, mais tous les autres effectivement sont placés en garde à vue au même moment, entendus tour à tour. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres enquêteurs qui vont perquisitionner les différentes maisons de la famille à la recherche d'indices, éventuellement de vêtements qui pourraient être tachés de sang. Ils s'aperçoivent à cette occasion que Martine a fait pas mal de lessive depuis la découverte des corps, donc ça peut apparaître comme un élément supplémentaire un peu bizarre, peut-être même que ça peut sonner comme une forme d'aveu, mais finalement dans ces perquisitions, ils ne trouvent aucune preuve, enfin rien de probant. Finalement, ces gardes à vue et ces nouvelles recherches n'apportent pas grand-chose. Alors, pas dans les premières heures, mais après 24 heures de garde à vue, Martine craque, elle dit aux gendarmes qu'en fait, la nuit du meurtre, elle a bien entendu quelque chose. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, le quadruple meurtre de Thorigné-sur-Dué. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.